Bonjour, chers capitalistes rebelles. J'espère que vous allez bien. Je vais vous dire ce qui ne va pas, et c'est le déficit budgétaire des États-Unis. Je peux vous l'assurer. En fait, ça devient complètement ingérable. En fait, selon certaines mesures, c'est même pire maintenant qu'à l'époque de la maladie de Servasius. Alors, allons directement sur Zero Hedge et voyons exactement ce qui se passe avec le déficit, ce que c'est. Nous l'avons calculé pour 2 mois, les 2 premiers mois de l'exercice 2025. C'est un peu bizarre parce qu'ils ne suivent pas les dates du calendrier là-bas, mais vous allez comprendre au fur et à mesure que nous parcourons l'article. Alors, allons-y. Et puis, évidemment, à la fin de cette vidéo, je veux essayer de poser la question, vous savez, qu'est-ce que ça signifie pour l'économie? C'est la vraie question importante ici. Vous savez, qu'est-ce que ça signifie pour le Joe et la Jane Moyens? Alors, d'abord, allons sur Zero Hedge. Et nous avons un choc des dépenses publiques. États-Unis, le déficit budgétaire explose, enregistrant le pire début d'année jamais vu, ou le meilleur début si vous pensez que le déficit budgétaire est une bonne chose. Je suppose qu'à la fin de la journée, tout dépend de votre point de vue, n'est-ce pas? Donc, ce qu'ils font ici, pour faire court, c'est qu'ils examinent les mois de novembre et d'octobre. Je suppose que c'est ça, techniquement. Ce sont les 2 premiers mois de l'exercice 2025, juste la façon dont c'est mesuré. Je sais, en regardant le calendrier, c'est un peu bizarre là, mais en gros, on regarde juste les mois d'octobre et de novembre pour l'année civile 2024, et ensuite on compare cet octobre et novembre à ceux de 2023, 2022, et pendant les périodes de maladie. Et quand j'ai montré ce graphique initial, vous savez, c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi? On peut dire ça. Si c'est exact, ça dépasse 2020 d'un montant incroyable. Ce n'est pas juste une erreur d'arrondi ici en novembre 2020, octobre. On parle d'un déficit budgétaire d'environ, disons, 400 millions de dollars. On utilise ça pour la miniature, un peu plus de 400 millions de dollars. Et maintenant, on a plus de 600 dollars. Est-ce que j'ai dit millions? Excusez-moi, milliards en 2020. Donc, c'était pendant la maladie de la cerveza, c'était pendant les STIMIs, c'était pendant le CARES Act. C'est pendant cette période où la dette totale, je crois qu'en 2020, a augmenté d'environ 5 trillions. Juste là, c'est bizarre parce que le déficit, ils diront, n'était que de 3,5 trillion seulement, mais d'une manière ou d'une autre, la dette va augmenter d'environ 5 trillions, ça va augmenter encore plus. Je ne suis pas sûr de comment ça fonctionne vraiment, mais en gros, c'est une comparaison d'Apple à Apple ici. On est beaucoup plus haut en octobre et novembre de cette année qu'on ne l'était, même pendant la maladie de Servasius, ce qui en dit long. Je souhaiterais que ça revienne à 2008, 2009, mais je pense que même si ça le faisait, on ne serait même pas du tout proche à l'endroit où nous étions en 2020, sans parler de l'endroit où nous en sommes maintenant, en 2024. Revenons à l'article. Avec une moyenne mobile sur 6 mois pour lisser les valeurs aberrantes, les dépenses ont atteint 586 milliards de dollars. Effectivement, à un niveau record, avec une frénésie de dépenses sans précédent. Pendant la cerveza, qui pousse les dépenses gouvernementales encore plus haut. Donc c'est juste pour lisser un peu les choses. Alors, où va l'argent? Je veux dire, j'aimerais qu'on puisse, voilà. On peut voir, et évidemment, il y a 2 parties dans cette équation, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement les dépenses, mais c'est aussi le montant des recettes fiscales qui entrent. Donc, une partie de l'explosion du déficit en octobre et novembre est due au fait que les dépenses ont en fait augmenté. Mais une partie de cela est due au fait que les recettes fiscales ont diminué. Évidemment, les recettes fiscales vont exploser maintenant que Fartcoin a dépassé une capitalisation boursière de 500 millions de dollars. En fait, Josh, pendant que je suis en consultant cet article, pourquoi ne pas vérifier la capitalisation boursière de Fartcoin? On pourrait être à plus de 600 millions en ce moment. J'espère que vous avez tous fait le plein l'autre jour. Eh bien, je vois aussi Brando dans le chat. Donc, il y a une chance que Brando soit maintenant super riche grâce à ça. Est-ce que Brando a acheté Fartcoin? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé, mais je suis assez surpris.
Je suis sûr que tu l'as fait. D'accord. Ouais. Mais pour revenir à cela, nous avons le côté gauche du équation et ces recettes fiscales diminuent légèrement. Je ne sais pas de combien elles ont diminué. Je suppose que ce jaune indique probablement la baisse. Ça aurait beaucoup de sens, donc, basé sur la même période l'année dernière. Mais alors la question devient pourquoi? Je veux dire, pourquoi diable? Tu sais, blague à part, pourquoi diable? Est-ce que le total des recettes a diminué au point où il en est, alors que les marchés boursiers sont à des niveaux historiques? Parce que d'habitude, c'est un peu le prix des actifs. Tu sais quoi? Ça pourrait avoir beaucoup à voir avec le fait que les maisons ne se vendent tout simplement pas. Je devrais réfléchir à ça. Je fais un peu d'improvisation ici. Ouais, parce que réfléchis à ça. Si tu as, prenons ça à l'extrême pour simplifier les choses, si tu as 10 maisons qui se vendent en un an et que le gouvernement va gagner X sur ça pour les plus-values, en supposant que les prix des maisons soient à des niveaux historiques, si tu n'as qu'une seule maison qui se vend, il gagne X moins un gros chiffre. Donc, disons simplement qu'avec 10 maisons qui se vendent, il gagne 10 $ de recettes fiscales. Si une seule maison est vendue, même si les prix continuent d'augmenter, alors cette recette fiscale descend à 1 $. Et donc, ça pourrait être ce qu'on voit ici, ou peut-être moins de rotation dans les actions. Je pense que c'est ce que ça doit être. Ça doit être moins de turnover. Même si les prix des actifs continuent d'augmenter de plus en plus, c'est moins de gens qui vendent, donc moins de gens ont un événement imposable. Ça serait ma première supposition. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce qui se passe ici, mais je réfléchis à voix haute. Eh bien, une mise à jour en temps réel sur Hardpoint. D'accord? De tambour. On est presque à 700 millions. On est en hausse de 20% aujourd'hui. Allez. Ouais, en ce moment, c'est 676 millions. Alors, Brando devient riche. Brando a dit qu'il est à fond. Ouais. Tu vérifies la capitalisation boursière? Je l'ai ouvert. Oh, ça a atteint environ 68 cents. C'est juste, ça déchire. Ça ressemble à un super motif haussier aussi. Si tu prévois d'investir sur le long terme. Investir? Ouais. Alors, j'essaie de voir la capitalisation boursière. Capitalisation boursière. Oh, ouais, tu es à 670. Ça a augmenté de 20% aujourd'hui. Ça déchire. Probablement à cause de ta vidéo d'hier. Ouais, je contribue à la débauche ici. Oh, là, j'espère que non. Eh bien, je veux dire, prochaine étape, 1 milliard. Non. Ouais, je suppose. Et quand est-ce que ça va rattraper l'or? Ça sera... Quand est-ce qu'Artcoin devient la nouvelle monnaie de réserve? Ouais. Eh bien, très bientôt. Je parie que oui. De toute façon, d'accord. Revenons-en. Je peux supporter ces bêtises que pendant un certain temps. Alors, revenons à Zero Hedge. Voilà. D'accord. Donc, on a la sécurité sociale, Medicare, la santé, les intérêts nets, la défense nationale. Le problème, tu sais, quand tu parles de Doge avec la plupart des gens, la réaction que tu vas recevoir, même dans l'espace libertarien, l'espace autrichien, l'argent sain, ou juste les experts sur CNBC, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent réduire parce que tu vas réduire la sécurité sociale. Non. Tu vas réduire Medicare? Non. Tu vas réduire la santé. Les avantages? Non. Les intérêts nets, évidemment, on ne peut pas réduire ça. La défense nationale? Peut-être qu'il y a un peu de marge de manœuvre là. Probablement pas beaucoup. De revenus, tu vas réduire l'aide sociale, peut-être un peu. Les crédits pour le logement, peut-être un peu. Les vétérans, tu vas réduire ça. Non. L'éducation, probablement pas. Donc, tu n'as pas beaucoup de marge pour réduire ça. C'est vrai, mais je pense que ça passe à côté du sujet. Toi, je pense que ça passe complètement à côté du sujet. Comme si le déficit en soi, ou la dette des États-Unis, était le problème. Tu sais, si on pouvait juste ramener la dette à X, disons 60% du PIB, alors, oh mon Dieu, tous nos problèmes seraient résolus
et on n'aurait plus à s'inquiéter que des étrangers n'achètent pas notre dette. Cet argument, je ne pense pas qu'il ait du poids. Laisse-moi te montrer de quoi je parle parce que ça suppose que le principal moteur des rendements, c'est l'offre ou c'est l'un des principaux moteurs. Non, qu'on a de plus en plus ce déluge d'offres de bons du trésor. Et à un moment donné, le marché ne va pas juste l'acheter pour toujours. Et donc, les rendements vont augmenter. Et donc, il faut qu'on contrôle ces dépenses pour que ce soit durable, d'accord? Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne vois aucune preuve de ça. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Maintenant, ce n'est pas pour dire que les dépenses publiques sont bonnes. Non, 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 non. Les dépenses publiques sont le problème. Les dépenses publiques, elles sont le problème parce qu'elles déforment l'économie. Et nous allons voir comment cela influence le niveau de vie de monsieur et madame tout le monde dans un instant. Mais nous devons nous concentrer sur ce qu'est le vrai problème ici. Le vrai problème, ce n'est pas que les étrangers ne vont pas acheter notre dette et donc que les taux d'intérêt vont exploser parce qu'on a cette offre supplémentaire qui arrive, parce que les déficits explosent. Laissez-moi vous montrer ce que je parle. Alors, tout d'abord, voici la dette publique totale. Donc, vous avez évidemment un indicateur de l'offre de bons du Trésor en circulation. Donc, revenons à 1980, disons, on était à 800 milliards, 800 milliards. Maintenant, on en est à 35 trillions. Grosse différence, non? Mais alors, qu'est-ce que les taux des bons du Trésor à 10 ans ont fait? Ils ont baissé. Ils ont légèrement augmenté récemment, mais la Fed a porté le taux des fonds fédéraux à 5,25%. Et je voudrais vous rappeler qu'actuellement, le bon du Trésor à 10 ans, bien qu'il soit en hausse, se négocie en dessous des fonds fédéraux. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. On peut dire que, oh, eh bien, il n'y a pas de demande pour les bons du Trésor. Maintenant, vous dites, oh, eh bien, ils limitent l'offre à long terme parce qu'ils émettent tous ces bons. D'accord, alors comment ça se fait? Mais alors, c'est la même chose, non? Comment le marché a-t-il pu absorber ces bons? Et au fait, si tout était une question d'offre, alors pourquoi diable? Les taux d'intérêt ont-ils augmenté quand la Fed a fait QE1, 2 et 3, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez fournir hors ligne. Donc, ce que vous voyez ici, en ce qui concerne une forte corrélation, c'est que les taux d'intérêt à long terme évoluent, pas tant avec l'offre, mais en lien avec la croissance et les attentes d'inflation. Laissez-moi vous donner un autre petit détail ici, en regardant l'offre de bons du Trésor. Je pense que c'est vraiment un super graphique. C'est le bon du Trésor à 10 ans. Je ne sais pas si on avait quelque chose de similaire. Un bon à 10 ans, disons, pour le gouvernement, en remontant jusqu'en 1790. Sabinai. J'adore les graphiques comme ça. Mais je veux me concentrer sur la période de 1880 à 1900 parce que j'ai fait les calculs là-bas et j'ai tellement recherché que je le sais. Nous avons eu une déflation des prix à la consommation, pas juste de la désinflation, mais nous avons eu de la déflation, n'est-ce pas? Alors, rappelons-nous aussi que la quantité d'offres de bons du Trésor était très, très faible. Tu dis, oh Georges, eh bien tu ne peux pas comparer ça aujourd'hui. Oui, tu peux. Oui, tu peux, parce que tu peux juste comparer les dépenses publiques en pourcentage du PIB, n'est-ce pas? Donc, à l'époque, nous avions des dépenses publiques à 5% du PIB. Aujourd'hui, c'est à peu près 50. D'accord, donc nous aurions beaucoup plus d'offres aujourd'hui, je veux dire, beaucoup plus d'offres par rapport au PIB aujourd'hui qu'on en avait à l'époque, n'est-ce pas? Mais, alors, que s'est-il passé? On voit que les taux d'intérêt ont baissé de 1880 à 1900. Pourquoi jusqu'en 1900? Pourquoi? C'est la baisse des attentes de croissance et d'inflation, n'est-ce pas? Nous avons eu de la déflation. Et le PIB nominal ne l'était pas. Tu sais, 10%. Maintenant, je prendrais un nominal à 4% avec une déflation de 2% toute la journée, n'est-ce pas? Mais le fond du problème ici, c'est que ça suit à peu près les attentes de croissance et d'inflation. Même si l'offre par rapport au PIB était minuscule, comparée à ce qu'elle est aujourd'hui, n'est-ce pas? Et j'aimerais te rappeler que les taux à l'époque, disons en 1900, tu regardes 3, n'est-ce pas? Environ 3,5.
un truc comme ça. Je veux dire, en 1880, on était juste en dessous de 4. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Par 3. Donc, je sais que c'est une vue très contrariante dans ce domaine. Mais je dois appeler un chat un chat. Et je ne vois absolument aucune preuve que l'offre ait de l'importance. J'aimerais que ça le fasse. J'aimerais que ça le fasse, parce que ça limiterait alors les dépenses publiques. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse compter sur les vigilants des obligations pour limiter les dépenses publiques, parce qu'il y a tout simplement trop de demandes pour les bons du Trésor. Pourquoi? Parce qu'ils empochent une marge. Donc, ils se fichent de l'offre et ils se fichent de l'inflation aux États-Unis. Je parle des banques euro-dollars, mais on gardera ça pour une vidéo séparée. Je voulais juste vous donner ceci, juste comme une sorte de lecteur, les notes de falaise, et juste quelques exemples expliquant pourquoi. Je ne vois vraiment aucun argument qui pourrait prouver que l'offre impacte les rendements des bons du Trésor. Tout est une question de croissance et des attentes d'inflation. D'accord, revenons à Zero Hedge. Et on voit juste plus de graphiques qui reflètent exactement la même chose. Les déficits explosent. Donc c'est ici que, encore une fois, je ne sais pas, le graphique à long terme des dépenses gouvernementales montre que nous savons tous, Doge ou pas Doge, il n'y a pas moyen d'arrêter ce train. Ils empruntent, évidemment, à Aline, juste là. Ce n'est pas à propos du Doge, mais tu sais, c'est sa ligne ici. Il n'y a pas moyen d'arrêter le train, et elle a raison. Évidemment, rien ne va arrêter la dette des États-Unis. Ça ne veut pas dire que les rendements vont exploser. Ça ne veut pas dire que la Fed va devoir acheter des obligations. Ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire qu'il va y avoir de plus en plus de distorsions économiques, malheureusement, avec lesquelles nous devons composer. Maintenant, je pense que Doge, même s'il pouvait arrêter les déficits là où ils sont, pas les réduire, mais juste les stopper, pour l'amour du ciel, je pense que ce serait une grande victoire. Et ce que je pense qui serait une victoire encore plus grande, en laissant de côté les déficits, c'est s'ils réussissent à réduire la réglementation. Maintenant, mais c'est un problème que je vois, ou du moins une erreur que je vois les gens faire. À mon avis, c'est une erreur tout le temps, où ils associent, ils confondent les deux. Réduction de la réglementation avec une réduction des déficits. Je ne pense pas. Je pense que c'est mutuellement exclusif, ou ça peut l'être, non? Je peux voir un monde, je veux dire, réfléchis un peu à ça. Disons que tu n'as pas éliminé l'EPA, mais que tu leur as juste dit qu'ils ne peuvent rien faire. D'accord, eh bien, tu dois quand même payer ces employés, non? Mais ils ne peuvent rien faire. Donc, ils ne peuvent pas causer de problème. Ils ne peuvent pas entraver le secteur privé au point où ils le faisaient. Eh bien, pour moi, c'est une grande victoire. Maintenant, nous n'avons pas réduit le déficit, nous n'avons pas réduit les dépenses, mais nous avons éliminé les règles et la réglementation, ce qui permet au secteur privé de croître à un rythme plus rapide. Tu vois, quand on regarde les dépenses publiques en pourcentage du PIB, ce n'est pas juste les dépenses du gouvernement, c'est aussi le PIB, non? Alors, laisse-moi donner un autre exemple ici. On va jeter un œil à ce graphique que Josh m'a envoyé. Regarde ça. 22% des locataires dépensent tous leurs revenus directement pour le loyer. 22% dépensent 100% de leur salaire pour le loyer. Donc, pour acheter de la nourriture, pour payer les factures, etc., ils doivent soit emprunter de l'argent, soit quelqu'un doit leur donner de l'argent, soit ils doivent puiser dans leurs économies. Ce n'est pas bon, évidemment. Donc, ils disent que 22% des locataires dépensent la totalité de leurs revenus, je suppose, de leur premier emploi, pour le loyer, tandis qu'un autre 20% ont un deuxième emploi pour pouvoir se le permettre. Je veux dire, c'est Uber. Non, c'est l'économie des petits boulots. Alors, si le questionnaire, quelles actions avez-vous prises, le cas échéant, pour vous aider à payer le loyer? Tout mon revenu régulier va directement au loyer, 22%. J'ai travaillé un deuxième emploi, comme ils l'ont dit, 20%. J'ai travaillé dans un job que je détestais, 19. Avoir reçu de l'aide du gouvernement, 18. Cadeau en espèces de la famille. Avoir précédemment vécu avec la famille. J'ai retiré de l'argent de ma retraite. J'ai contribué moins à ma retraite. J'ai reçu de l'aide d'une organisation à but non lucratif. Vendu des actions, héritage. A vendu des cryptos.
Comment est-ce qu'on règle ça? Comment est-ce qu'on règle ça? Eh bien, tu dis, Georges, qu'on pourrait faire baisser les prix des loyers. Ça, c'est probablement pas près d'arriver, non? Je parle de désinflation. Et même si on a une récession, tu pourrais avoir un peu de déflation, mais tu n'en auras pas beaucoup. Tu ne vas pas faire baisser les prix des loyers de 50%. Par rapport à un niveau élevé, ce n'est pas comme ça que les prix fonctionnent. Tu sais, on peut avoir une stagnation des prix où ils ne montent pas. Pas, mais juste parce qu'on a une stagnation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont revenir à l'endroit où ils étaient en 2015 ou 2019, n'est-ce pas? Donc ça, c'est probablement pas près d'arriver. En fait, je mettrais ça à 99%. Les prix des loyers ne vont pas baisser de manière significative, au moins jusqu'à un point où un pourcentage significatif de gens n'a pas à allouer 100% de leur salaire ou au moins leur premier salaire à mettre un toit au-dessus de leur tête. Mais heureusement, il y a une autre partie de l'équation, non? Ce n'est pas seulement les loyers, les revenus. C'est les revenus. Alors réfléchissons au déficit, d'accord? Si on arrive à diminuer le déficit, juste. Ça, non. Comment ça aide ces gens à payer leur loyer? Probablement pas, n'est-ce pas? Ça ne va pas faire baisser le coût des loyers. Mais si on arrivait à réduire la réglementation, si on pouvait au moins diminuer, même si on ne touche pas au déficit, je veux dire, je pense que ce serait super, non? Je suis tout à fait pour réduire le déficit, mais je dis qu'il faut concentrer notre attention là où elle doit être pour aider la grande majorité des Américains qui souffrent vraiment. Et la façon de faire ça, ce n'est pas juste, oh, eh bien, réduisons la dette par rapport au PIB. Donc, nous n'avons pas de hausse des taux d'intérêt le long de la courbe à cause de toute cette offre. Ce n'est même pas un problème. Non, c'est détourner notre attention de l'essentiel, là où nous devons vraiment nous concentrer, et ne restons pas là à hausser les épaules en disant « Eh bien, je suppose qu'on ne pourrait même pas faire de Doge, parce que pourquoi devrions-nous faire du Doge s'ils ne vont pas pouvoir réduire les dépenses publiques ?» Encore une fois, ça rate complètement le sujet. On doit faire du DOGE pour se débarrasser des règles et des réglementations, de la bureaucratie, des formalités administratives. Et si en même temps tu réduis les dépenses, génial. Mais gardons les yeux sur le prix, bon sang. Parce que quand on regarde ces gens qui souffrent vraiment dans l'économie réelle, et je suis sûr que tu en connais beaucoup, ils ne vont pas améliorer leur sort dans la vie juste en priant pour ça. Les prix vont redescendre à ce qu'ils étaient en 2010. Ça ne va probablement pas arriver. Ça pourrait être les prix des actifs, mais pas le prix de l'assurance santé, pas le prix de la plupart des loyers, de la nourriture, de l'énergie, etc. Là où on va vraiment aider la grande majorité des Américains, c'est si on améliore leurs revenus. Le côté revenu du compte de résultat, c'est là qu'on fait vraiment la différence. Donc, mon point ici, en abordant ça, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur le déficit budgétaire en termes de taux d'intérêt. Concentrons-nous à fond sur la réduction des règles, des réglementations, des formalités administratives, de la bureaucratie, pour que le marché libre puisse créer de plus en plus de biens et de services. Créer une expansion économique qui permet à ces petites et moyennes entreprises et grandes corporations de payer leurs employés de plus en plus et de plus en plus. Ça leur permet de prendre de moins en moins de leur salaire et de l'allouer à mettre un toit au-dessus de leur tête ou de la nourriture sur la table ou juste des besoins de base. Ça augmente leurs revenus disponibles. Non. C'est comme ça qu'on fait. Et au fait, si tu veux argumenter qu'on peut baisser les prix, je suis tout à fait d'accord. Je ne dis pas qu'il y a une probabilité de 0%, mais je peux t'assurer, la seule façon de baisser les prix de manière saine, c'est si le secteur privé fait quoi? Produire plus de biens, de services, et donc tu augmentes la demande globale, tout en faisant baisser les prix. Maintenant, ce serait l'idéal,
Je pense que c'est une faible probabilité, mais ce serait l'idéal. Mais comment y arriver, hein? Tu y arrives juste en réduisant le déficit? Non. Tu y arrives en réduisant les règles et les réglementations. C'est partie la plus importante. C'est ça qui va faciliter la croissance dans le secteur privé. C'est ça qui va aider ces gens qui ont du mal à payer leur loyer. D'accord, les gars, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté individuelle, le marché libre, le capitalisme. À bientôt!